Bonjour à tous, à l'écoute de Radio des Sans-Voix, vous avez choisi l'émission Le Collectif pour la Vérité, avec un numéro qui abordera aujourd'hui les dangers des droits humains à travers la législation antiterroriste et plus particulièrement à travers l'état d'urgence. Nous le savons aujourd'hui, le terrorisme existe et parmi les moyens de lutter contre ce dernier, les lois interviennent. Ainsi, on a différentes législations qui se développent à travers le monde pour lutter contre le terrorisme. D'abord, le terrorisme, c'est quoi ? Aucune définition universelle n'est donnée à l'heure actuelle. Néanmoins, on trouve certains consensus, notamment le consensus académique de l'ONU qui donne la définition suivante. Soyez attentifs. Le terrorisme est une méthode d'action violente, répétée, inspirant l'anxiété, employée par des acteurs clandestins individuels en groupe ou étatiques pour des raisons idiosyncratiques, criminelles ou politiques, selon laquelle, par l'opposition à l'assassinat, les cibles directes de la violence ne sont pas les cibles principales. Cette définition termine par préciser que les victimes humaines immédiates de la violence sont généralement choisies au hasard dans une population civile et servant de générateur de messages. Nous l'avons donc bien compris, le terrorisme est un crime de guerre en temps de paix. L'action de terroriser n'est pas nouvelle comme nous pourrions le croire actuellement, non. Elle existe depuis la nuit des temps. Par exemple, l'attentat du 24 décembre 1800 en France est terroriste. Il visait à tuer Napoléon Bonaparte. Il y a aussi l'attentat qui va déclencher la Première Guerre mondiale, le 28 juin 1914, à Sarajevo, qui a tué François Ferdinand. Et depuis le mois de septembre 2016, il y a déjà 5 attentats terroristes autour du monde. Aujourd'hui, il s'agit entre autres de légiférer efficacement pour que de tels actes cessent. Mais légiférer n'est pas chose facile et il faut garder l'équilibre entre la sécurité et la liberté. Particulièrement en France, où les citoyens sont inquiets de voir leur liberté réduite, mais tout aussi inquiets pour leur sécurité. Radio des Sans-Voix vous présentera l'empilement normatif des lois antiterroristes françaises pour en souligner l'aboutissement et les problématiques que cela pose en termes de droits humains et notamment par rapport à la dernière loi française concernant l'état d'urgence. Alors non, les lois françaises ne datent pas des années 2000. La première ayant pour objet spécifique la lutte contre le terrorisme date de 1986. Y sont définies des infractions en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. La même année est décidé que les cours d'assises seront uniquement composées de magistrats pour les crimes terroristes et donc aucun juré ne sera présent. À partir des années 90, c'est différent. Ici, c'est un régime plus strict qui va s'appliquer. Par exemple, la prescription des délits va passer de 10 à 20 ans, la prescription des crimes va passer à 30 ans, les peines de prison vont être alourdies et les perquisitions seront enfin autorisées la nuit. En 1997, le président de la Cour d'appel a désormais le droit de décider que les audiences se tiennent en un autre lieu que le tribunal. Au cours des années 2000, c'est encore une autre logique qui va s'appliquer puisque la législation française va porter son attention sur la procédure. Par exemple, la garde à vue est portée à 96 heures et extensible de 6 jours, ce qui n'était pas le cas précédemment. Enfin, beaucoup plus proche de nous, en 2014, une loi renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme prévoit l'interdiction du territoire des suspects candidats au djihad et crée un délit d'entreprise terroriste individuelle. Et c'est en 2015 que les lois se succèdent. On a une promulgation de la loi sur le renseignement qui va définir un cadre dans lequel les services de renseignement sont autorisés à recourir à des techniques d'accès à l'information. C'était le 24 juillet de l'année dernière. La loi que nous connaissons le plus est celle, malheureusement célèbre, des 13 et 15 novembre 2015, puisque le 15, effectivement, des attentats sont perpétrés à Paris et à Saint-Denis qui font plusieurs centaines de victimes. Le 14, le Conseil des ministres se réunit
à minuit, adopte un décret déclarant l'état d'urgence qui a une durée de validité de 12 jours. Ces décrets vont permettre au préfet de restreindre les déplacements, d'interdire le séjour dans certaines parties du territoire à toute personne susceptible de créer un trouble à l'ordre public, d'interdire certaines réunions publiques, de fermer des lieux de réunion, d'assigner à résidence des personnes dont l'activité s'avère dangereuse pour la sécurité et l'ordre public, etc. Et moins d'une semaine après les attaques, on a un projet qui proroge l'état d'urgence qui est présenté pour une durée de 3 mois. En mars 2016, on a la promulgation d'une autre loi, toujours en relation avec la prévention contre la lutte du terrorisme. Celle-ci, elle prévient les actes terroristes dans le sens où le texte autorise même les agents des réseaux de transport public, en l'occurrence en France la RATP et la SNCF, à procéder à des palpitations de sécurité, des fouilles de bagages et des inspections visuelles de façon générale et aléatoire. Une semaine plus tard, le président de la République annonce l'abandon du projet de loi constitutionnelle qui était appelé de protection de la nation, avec le texte qui prévoyait la déchéance de la nationalité. Donc, les 14 et 21 juillet 2006, l'état d'urgence devait prendre fin le 26 juillet, mais ces lois, suite à l'attentat de Nice, qui fait plus de 80 victimes, laisse un projet de loi qui proroge l'état d'urgence pour 3 mois, qui est présenté et accepté en Conseil des ministres. Mais afin d'être conscient de ce que l'état d'urgence implique, nous verrons dans une seconde partie les conséquences de celle-ci et les droits humains dans tout ça. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. On le sait, l'état d'urgence limite les libertés. Ces attentats appellent une réaction des pouvoirs publics pour garantir la sécurité des citoyens. L'État a en effet l'obligation de protéger la population, de poursuivre en justice tous ceux qui ont ordonné, planifié, organisé et participé à ces attaques. Toutefois, selon Radio des Sans-Voix, ces mesures, qui dérogent au droit commun, méritent d'être interrogées, quelles que soient les opinions formulées sur leur opportunité. Notamment l'état d'urgence, qui, nous le rappelons, est une réponse exceptionnelle à une situation exceptionnelle. Donc une restriction de la liberté d'aller et venir, une assignation à résidence renforcée, les perquisitions de jour et de nuit qui sont autorisées lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'un lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace, la dissolution d'associations, puisque une grande marge d'appréciation est laissée pour dissoudre les associations ou les groupements. Avec la censure de la presse, avec l'alourdissement des peines, notamment, on passe de 7 500 € d'amende à 45 000 € d'amende. Donc, l'intérêt pour nous est d'analyser les mouvements de défense des droits humains avec les ONG qui réagissent. On a notamment Amnesty International qui alimente régulièrement une page consacrée à l'évolution du droit après les attentats, qui nous dit très clairement que les mesures d'urgence doivent être à la fois temporaires, justifiées, nécessaires et proportionnées à la menace. Et qu'en l'occurrence, ça n'est pas le cas. La Ligue des droits de l'homme, quant à elle, regrette pour sa part que pendant 3 mois, pour les motifs les plus divers et sans contrôle préalable de la justice, 66 millions de personnes pourront voir la police entrer chez elles de jour et de nuit, être assignées à résidence si leur comportement constitue une menace pour la sécurité, etc., etc. Enfin, la Quadrature du Net relève que depuis le début de l'état d'urgence, beaucoup de perquisitions administratives ont conduit pour des affaires relevant du droit commun sans aucun lien avec la lutte terroriste. La possibilité est offerte au ministère de l'Intérieur de faire bloquer sans délai tout site internet. L'assignation à résidence allège sensiblement les conditions nécessaires à cette mesure gravement aléatoire, là où le texte de 1955 demandait que l'activité s'avère dangereuse pour la sécurité et l'ordre public. Et enfin, concernant la dissolution des groupes et des associations, la procédure permet une interprétation très large et donc une atteinte grave à la liberté d'association.
tous ces droits fondamentaux qui sont inscrits dans nos textes et acquis depuis longtemps sont remis en question depuis cet état d'urgence face à la sécurité que doit amener la lutte contre le terrorisme. Et chacun doit se faire son avis, mais surtout chacun doit protéger sa sphère de liberté publique. Radio des Sans Voix vous souhaite une bonne écoute et à bientôt.